Je vous laisse la parole. Bonjour à tous, merci Valérie et vraiment désolée pour la caméra. On a des règles de sécurité du coup assez strictes et Zoom n'est pas accepté chez nous. Donc voilà, vous voyez ma presse, c'est le plus important. Alors, pour l'instant, on Euh, ne la voit pas. vous ne la voyez pas. Alors attendez, hop, ça arrive. Partager. Normalement, c'est bon là. Super. N'hésitez pas du coup à m'interrompre peut-être en cours de présentation parce que c'est toujours compliqué de savoir si je vais trop vite, on va trop vite ou pas assez. Donc n'hésitez pas à m'interrompre lors de cette présentation. Comment je l'ai présentée j'ai essayé d'être quand même assez générale. Alors moi-même, ce serait très 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 prétentieux de dire que je suis une experte de l'eau parce que j'ai rejoint le groupe SOR en septembre comme directrice de la RSE, donc la responsabilité sociétale de l'entreprise, qui signifie que j'ai dans mon périmètre la stratégie climat, la stratégie biodiversité, les enjeux de droits humains. Enfin, c'est extrêmement, extrêmement large. Je ne suis pas une technicienne, contrairement à nos opérateurs qui sont sur le terrain à réparer les fuites, à installer des canalisations. Néanmoins, euh, voilà, j'ai préparé cette présentation pour vous donner une vision globale et surtout vous présenter les enjeux auxquels on fait face et en tant que secteur économique, en tant qu'entreprise, vous allez ou peut-être faites face déjà aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, je vous ai juste préparé deux, trois slides sur qui nous sommes pour savoir de où je parle aussi. C'est quand même important. Donc, SOR, c'est devenu un groupe international depuis finalement assez récemment et notamment sous l'impulsion de Patrick Bléton, notre PDG, qui depuis son arrivée, il a pris un groupe finalement qui était français, franco-français, et depuis, on s'est internationalisé. On fait environ 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, plus de 12 000 collaborateurs. Donc, les collaborateurs sont essentiellement des personnes qui sont sur le terrain, en proximité, en local, dans les territoires. Plus de 250 000 kilomètres de canalisation à gérer. 9 200 collectivités territoriales et clients industriels sous contrat avec nous. Et j'insiste du coup sur cette partie parce que j'imagine et j'ose espérer que la plupart d'entre vous connaissent SOR en tant que délégataire de services publics, mais là aussi, sous l'impulsion de Patrick Bléton, on a développé une activité qu'on appelle chez nous eau industrielle, l'industrie, c'est-à-dire qu'on vient apporter des solutions aux entreprises pour qu'elles mettent en place des solutions de réutilisation des eaux, des circuits fermés, de leur permettre aussi d'avoir des eaux qui sont très pures. Vous le savez, dans certains secteurs comme la pharmacie, par exemple, dans la chimie, on a besoin d'avoir une eau d'une certaine qualité. Et donc, on est acteur également dans ce secteur-là. Comme je vous le disais, présente partout, presque partout dans le monde, un peu moins en Asie, vous pouvez le voir, mais on est, par exemple, j'étais au Portugal cette semaine, on fait partie des leaders en termes de production d'eau potable et d'assainissement au Portugal. On est très présent en Espagne, très présent sur la partie eau industrielle aux Pays-Bas et on commence à se développer aux États-Unis. On a trois divisions clés. Donc, Water Service, c'est celle que vous connaissez, je pense, le mieux, donc les DSP, la fourniture de services eau potable, assainissement, collectivité territoriale. La partie eau industrielle dont je vous ai parlé. Et Water Engineering à travers nos filiales SysTP et Stero qui construisent les stations d'épuration et installe les canalisations. Voilà. Et puis, je prêche pour ma paroisse, étant la directrice RSE de ce groupe. On s'est engagé, on a lié notre performance financière et notre performance environnementale, c'est-à-dire qu'on a émis une dette dont les intérêts sont liés au résultat, à l'atteinte d'indicateurs, dont trois qui sont clés les économies d'eau par abonné, ce qui transforme profondément notre business model. Parce que notre business model, c'est quand même de vendre des mètres cubes d'eau. Donc, moins on vend de mètres cubes, moins les gens consomment des mètres cubes d'eau, moins on fait du chiffre d'affaires, mais on sait qu'on doit se transformer. Avec ce changement climatique et cette transformation environnementale, le modèle doit être transformé. Et donc, on s'est drivé nous-mêmes, entre guillemets, en mettant en place cet indicateur économie d'eau par abonné, l'intensité carbone. Alors, à la différence des trajectoires de décarbonation, l'intensité carbone, c'est-à-dire qu'on va prendre en considération l'évolution de notre chiffre d'affaires. À la différence alors, d'autres d'ailleurs engagements qu'on a pris par ailleurs en termes de trajectoire de décarbonation qui sont en valeur absolue.
Euh, L'intensité carbone, on peut continuer à croître et prendre en considération cet indicateur. Et puis l'égalité femmes-hommes, qui est quand même un énorme engagement également de notre côté pour atteindre 40% de femmes dans les fonctions exécutives à horizon 2025. Et donc ça veut dire que si on n'atteint pas les objectifs qu'on s'est donnés, on va payer des pénalités assez importantes à horizon 2025. Et on décline nos feuilles de route, bien évidemment, RSE, d'un point de vue individuel, des collaborateurs au niveau de nos sites et au niveau du groupe. Donc ça, c'est pour nous présenter de manière très, très générale. Si on parle du sujet de l'eau, plus précisément, alors encore une fois, j'ai ciblé vraiment entreprises, secteurs d'activité économique. Alors, pour vous donner quelques chiffres, euh, et pour qu'on prenne bien conscience du sujet, on sait que le secteur économique, les entreprises, les produits que nous consommons sont tous très consommateurs finalement d'eau. Euh, et de manière générale, on utilise deux notions qui sont importantes à introduire ici dans le secteur de l'eau, la notion de prélèvement d'eau et la notion de consommation d'eau. C'est quoi la différence entre ces deux notions? Elle est quand même très importante. Parce que quand vous écoutez dans le débat public ou des journalistes présenter les consommations d'eau ou les prélèvements d'eau, c'est quand même assez différent. Prélèvement d'eau, ça veut dire que je vais le redonner au milieu naturel. Et donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, l'industrie, enfin le nucléaire, c'est un important secteur qui prélève de l'eau, mais l'eau est rendue au milieu naturel. En revanche, quand on parle de consommation d'eau, ça veut dire que l'eau, elle est consommée et elle n'est pas rendue au milieu naturel. Or, vous savez que l'eau, c'est un cycle, composé d'un grand cycle et d'un petit cycle. Et donc, elle se régénère. L'eau a vocation à se régénérer. Quand elle est consommée, eh ben, elle ne se régénère pas. Donc, c'est deux notions qui sont assez importantes et qu'il est très important de distinguer. Donc, si on parle des prélèvements d'eau douce, je vous ai mis une répartition de l'utilisation de ces prélèvements d'eau douce. Donc, je prenais l'exemple du nucléaire tout à l'heure. Donc, c'est 50% de l'eau douce qui est utilisée pour le refroidissement des centrales électriques, 16% qui sont utilisés pour la production d'eau potable. Donc, c'est-à-dire que nous, quand on produit de l'eau potable, on consomme de l'eau, hein. On est aussi nous-mêmes, même si on est des producteurs d'eau, on est aussi des consommateurs d'eau. 9% pour les usages agricoles et 9% des usages industriels. En revanche, quand on compare du coup ces prélèvements avec les secteurs qui consomment de l'eau douce, et ben, vous voyez que par exemple le secteur agricole, c'est pour ça qu'il est souvent ciblé, c'est celui qui consomme le plus d'eau. C'est-à-dire que, encore une fois, ça ne revient pas dans le milieu naturel. Quand les vaches, elles boivent de l'eau, elles le gardent pour elles. Donc, c'est 58% de l'eau consommée pour les usages agricoles, 26% pour la production d'eau potable, 12% pour le refroidissement des centrales électriques et 4% pour les usages industriels. Donc ça, c'est pour vous donner un peu une idée des répartitions, de la répartition des consommations et des prélèvements d'eau. Je vous fais l'offense désolée, de vous représenter le cycle de l'eau. On a tous appris ça à l'école, mais je veux juste insister sur un point. Nous, SOR, on est un acteur historique du petit cycle de l'eau. Le petit cycle de l'eau, c'est l'eau que je viens prélever, alors soit dans des eaux de surface, soit dans des eaux souterraines, que je vais venir potabiliser et que je vais ensuite venir distribuer aux ménages ou aux entreprises. Et ensuite, ces eaux vont être rejetées et elles vont être traitées par nous-mêmes, encore une fois, rejetées dans le milieu naturel. Ça, c'est le petit cycle de l'eau. Le grand cycle de l'eau, bah, vous le savez, c'est les glaciers qui fondent, qui vont venir alimenter les cours d'eau, dans lesquels on va venir puiser. C'est toute la partie océan, mer, etc. Et jusqu'à présent, en tout cas des acteurs comme Source, on s'en est moins préoccupé que le petit cycle de l'eau et ce n'était pas notre cœur de métier. Néanmoins, on voit bien avec le changement climatique, et j'y reviendrai tout à l'heure de manière plus précise, mais que finalement, tout est lié. Aujourd'hui, on a moins d'eau dans les glaciers. On vient utiliser, et nous-mêmes, on commence à avoir des activités dans la désalinisation. Donc, je viens prélever dans le milieu naturel qui est l'océan ou la mer, désaliniser pour fournir de l'eau potable dans les endroits où j'ai absolument plus d'accès à l'eau.
Et donc, il y a un lien très, très fort, euh, renforcé, j'ai envie de dire, entre le grand cycle et le petit cycle de l'eau. Euh, il y a également le sujet de la biodiversité. Des entreprises comme nous commencent à s'intéresser au sujet des zones humides, comment on recrée des zones humides, parce qu'une zone humide, qu'est-ce qu'elle va permettre de faire, une zone humide? Alors, c'est elle qui retient l'eau. Dans des périodes de forte inondation, si on recrée des zones humides, si on recrée de la biodiversité, ça peut être des zones tampons pour éviter que les inondations soient ingérables. D'où voilà, toutes les politiques autour aussi des haies dans les champs agricoles parce que ça permet de préserver les sols, ça permet de retenir cette eau. Donc tout ça pour vous dire, c'est pas présenter le cycle de l'eau pour vous présenter le cycle de l'eau parce que tout le monde sait comment ça fonctionne, mais plutôt pour vous dire qu'en fait, on s'intéresse là où le cœur du métier d'une entreprise comme SOR était le cycle de l'eau, on vient s'intéresser au grand cycle de l'eau parce qu'on voit que ça a des conséquences sur la façon dont nous-mêmes on gère nos infrastructures. Et encore une fois, l'exemple des zones humides ou encore ce qu'on appelle chez nous des nature-based solutions, c'est-à-dire qu'on va utiliser la nature, par exemple, pour venir renforcer ou utiliser des solutions qui soient plus environnementales, plus écologiques pour traiter les eaux usées, eh bien, ça nous intéresse. Ça nous intéresse fortement. Euh, je souhaitais également vous introduire la notion d'empreinte eau, comme la notion d'empreinte écologique, enfin d'empreinte carbone, pardon. Euh, c'est quoi l'empreinte eau? Alors, on peut présenter la consommation des Français comme uniquement ce que je consomme à la maison, donc quand je prends des douches, des bains, que je bois de l'eau, je vais consommer voilà, une centaine de litres d'eau. L'empreinte eau, c'est prendre en considération notre façon de vivre, c'est-à-dire les vêtements que j'achète, les produits que je consomme. Et donc, dans ce cas-là, on voit que l'empreinte eau, elle est, et donc notre consommation domestique, finalement, elle est minime par rapport à cette empreinte globale. C'est comme quand, encore une fois, si je prends le sujet du carbone avec lequel on est beaucoup plus familier, mais le carbone, on parle de notion d'empreinte carbone, soit d'un pays, mais aussi d'un individu qui prend en considération ce qu'il mange, ce qu'il achète comme produit. On sait que les vêtements, alors les vêtements, c'est très consommateur, c'est très émetteur de CO2, mais c'est aussi très consommateur d'eau. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, par exemple, le nombre de litres d'eau qu'il faut pour produire un jean. Est-ce que quelqu'un veut se lancer dans un ordre de grandeur, même dans le chat? Alors que je ne verrai pas du coup, mais Valérie me fera le. De mémoire, c'est énorme avec les teintures. J'ai pas le chiffre en tête, mais c'est très, très important. Ouais, c'est entre 7 000 et 10 000 litres d'eau pour produire un jean. Donc c'est énorme. Et donc, la moyenne pour un Français, d'empreinte moyenne d'un Français par jour, c'est 4 900 litres. Et je vous ai mis la répartition ici, donc 37% de viande, sans surprise, ça vient en écho avec ce que j'ai présenté tout à l'heure sur la répartition des prélèvements et consommation d'eau par industrie, 14% des produits industriels, 13% des boissons, 10% lait, finalement 3% fruits et légumes. Donc il faut manger des fruits et des légumes. Qui sont voilà, c'est la répartition de cette empreinte eau. Pour vous donner quelques éléments comparatifs par rapport à d'autres par rapport à d'autres pays, pour un Congolais, c'est environ 1500 litres son empreinte eau par jour, et pour un Émirati, c'est 8600 litres par jour, ce qui voilà, ça vous donne des éléments comparatifs. Je vais revenir en France et sur les prélèvements d'eau. Donc là, on est bien sur les prélèvements d'eau, d'où la présentation, encore une fois, tout à l'heure des différentes notions. Par géographie, peut-être une petite différence, encore une fois, avec le carbone. Alors le carbone, j'ai envie de dire qu'on les mette en France ou qu'on les mette en Chine, au final, l'impact mondial, il sera le même. La difficulté, ou en tout cas la particularité quand même de la ressource en eau, c'est que c'est une ressource très locale.
l'impact d'une pollution en Auvergne, enfin, si j'émets une pollution de l'eau en Auvergne, eh ben, elle aura pas, enfin, elle aura un impact en Auvergne, elle n'aura pas d'impact en Bretagne. Donc c'est très local et c'est pour ça aussi que les politiques locales et l'organisation finalement de la gestion de l'eau dans notre pays et dans les autres pays est quand même assez localisée. Et toutes les notions de stress hydrique que j'introduirai plus tard, bah, elles sont plus ou moins importantes, urgentes en fonction de la zone géographique dans laquelle on se situe. Et donc là, par exemple, si vous regardez cette carte, vous voyez que les utilisations et les prélèvements d'eau, finalement, sont très différents d'une géographie à une autre. On voit bah, tout de suite là les cercles rouges dans l'est de la France, où il y a des prélèvements d'eau bah, très importants, parce qu'il y a des centrales électriques qui sont situées ici. Et c'est important d'avoir en tête enfin, du coup, ces répartitions géographiques. On pourrait superposer des cartes qui sont l'état des nappes phréatiques. Alors, je pense que ces derniers jours, comme moi, vous avez entendu à la télévision que nos nappes phréatiques étaient bien remplies du fait des pluies récentes, si ce n'est, je crois, dans la région enfin, vers Roussillon. En, enfin, il peut y avoir des situations et des géographies, je pense au Pas-de-Calais, pour des raisons de géographie, là aussi, disposent d'assez peu de nappes phréatiques et donc sont plus soumis à des stress hydriques et à des difficultés euh, d'accès à l'eau. Donc, cette dimension géographique, alors là, je vous mets la France, j'aurais pu pareil, hein, vous mettre une carte du monde. Mais c'est extrêmement important de bien connaître sa géographie, de bien connaître l'état de ses nappes phréatiques pour ensuite bah, prendre des politiques associées à ces situations de disponibilité de l'eau, des présences des industries aussi dans ces territoires. Dans une vision 2030-2050, on va peut-être se poser la question de savoir où est-ce qu'on doit mettre telle et telle industrie du fait de sa consommation d'eau et du fait de l'eau qui est disponible. Jérôme, je ne te vois pas, mais je pense que comme moi, tu suis, étant tous les deux de l'Allier, il y a la mine de lithium aujourd'hui, Mhm, tout à fait. Méritis, pour lequel il y a des questions. Je pense que, enfin, pas une question d'être présidente, mais en tout cas, je pense qu'on peut se réjouir d'avoir une entreprise et de produire du lithium en France plutôt qu'à l'autre bout du monde. Après, il y a des vraies questions qui se posent de ce que je comprends aujourd'hui sur la disponibilité d'eau dans l'avenir et la situation du Cher, notamment. Donc, il y a des études environnementales qui sont faites, etc. Donc, on voit que cette question émergente de l'eau, enfin, elle est là, quoi. Elle ne va pas arriver dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Elle est déjà extrêmement présente. Et là, typiquement, le cas d'une entreprise qui veut s'installer pour de très bonnes raisons, et je pense qu'environnementalement, c'est extrêmement intéressant, bah, il y a la question de l'eau qui se pose et de la projection dans l'avenir. Est-ce qu'on aura assez d'eau pour venir produire ce lithium demain? Donc c'est voilà, c'est encore une fois cette notion géographique est extrêmement importante à avoir en tête. Euh, Petit point sur le prix de l'eau également, parce que finalement, puisqu'on la paye pas trop cher, on ne regarde pas forcément comment, enfin, déjà ce qu'on paye, et puis comment ce prix est formé. Donc, dans votre facture d'eau, et normalement c'est présenté comme tel, euh, il y a à peu près 40% que vous payez pour la production d'eau potable, 40% pour l'assainissement et 20% de redevances et de taxes. On sépare l'eau potable et l'assainissement. Je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec nos process industriels, mais en tout cas, euh, pour être très rapide, finalement, produire de l'eau potable. Alors, j'allais dire, c'est pas si compliqué que ça. Je suis pas sûre que les opérationnels sur le terrain se réjouissent que je dis ça. En tout cas, c'est moins compliqué que l'assainissement. L'eau potable, c'est un process. Et en fonction en plus de la qualité de l'eau, là, encore une fois, j'étais à Lisbonne lundi. J'étais dans une zone protégée. La qualité de l'eau était vraiment excellente. Et donc, finalement, le traitement de l'eau pour la potabiliser était assez simple. Avec voilà avec quelques coagulants, voilà quasiment que des process naturels et très peu de produits chimiques, on arrivait à produire une eau potable de qualité. Et donc ça va se retrouver dans les coûts du coût de l'eau. Moins on a de traitement à réaliser, plus l'eau va être peu chère.
Et la partie assainissement, alors la partie assainissement, elle est forcément plus complexe puisque bah, c'est l'eau qui sort de nos foyers, l'eau qui peut venir de vos industries. Et donc là, les process sont beaucoup plus longs, beaucoup plus consommateurs d'énergie. Parce qu'en fait, et alors moi, je l'ai appris quand je suis arrivée en septembre, je n'imaginais pas 2 secondes la quantité d'énergie qu'il faut pour produire de l'eau potable et assainir les eaux usées. Mais c'est des énormes pompes, c'est des énormes process, encore une fois, où on fait tourner l'eau pour pas qu'elle reste stagnante, etc. Donc, on est des très gros consommateurs d'énergie qu'on retrouve hein, aussi dans la facture, finalement, dans la facture d'eau. Et comme toutes les entreprises, comme vous, on est aussi très, très impacté par ce prix de l'énergie. Mais en tout cas, le processus d'assainissement est extrêmement, voilà, extrêmement complexe, consommateur d'énergie, consommateur de produits chimiques. Et plus l'eau est de moins, voilà, encore une fois, c'est comme l'eau potable, mais plus l'eau est de mauvaise qualité, plus il y a des polluants euh, qui peuvent venir voilà, des usines, mais pas que, qui peuvent venir aussi, je sais pas moi, du produit, du gel douche qu'on va utiliser à la maison et qui va se retrouver là aussi dans les eaux usées. Eh bien, le processus d'assainissement va être complexe, va coûter cher à la collectivité territoriale parce que derrière, c'est des technologies qu'il va falloir mettre en place par la collectivité territoriale pour pouvoir rejeter dans le milieu naturel, et on est extrêmement réglementé, hein, vous pouvez imaginer, on va rejeter dans le milieu naturel, il faut qu'on rejette dans le milieu naturel une eau de qualité. Pour aller un petit peu plus dans le détail, il faut savoir que du coup, du fait de cette diversité, encore une fois, de la qualité de l'eau qu'il va falloir potabiliser, de à quel point l'eau va être difficile à assainir, les prix de l'eau en France ne sont pas le même. Je ne vais pas payer le même prix de l'eau quand je suis à Vichy que quand je suis à Montluçon ou quand je suis à Lyon. Enfin, c'est pas du tout, ça va pas être les mêmes prix parce que encore une fois, les conditions dans lesquelles la collectivité, parce que enfin, c'est elle, même si nous, on est délégateurs de service public, au final, c'est la collectivité hein, qui est en charge de ce service public. Ça, voilà, en fonction de la difficulté à potabiliser, de la qualité de l'eau qui va devoir être potabilisée, ou encore une fois, des polluants et du coup de la présence d'industrie ou pas dans tel et tel territoire, le prix de l'eau va être différent. Donc là, je vous ai mis une carte qui date de 2021 j'avais pas de données plus récentes. Vous voyez la répartition enfin, en tout cas, la façon dont le prix se construit et la répartition eau potable, assainissement. Et les couleurs, vous le voyez, correspondent au prix de l'eau. Donc, on voit qu'en Bretagne, finalement, le prix de l'eau est plus important que que dans le sud de la France. Et qu'il y a une inégalité quand même assez importante entre les territoires qui va dépendre de ce dont je vous ai expliqué, mais également des propres investissements que la collectivité a envie de faire ou pas, et des moyens qu'elle a envie de mettre pour améliorer les process, pour rendre au milieu naturel une eau encore plus forte qualité. Et donc voilà les quelques variantes qui expliquent les différentes factures et les différentes variables du prix de l'eau, donc la distance, la qualité, la disponibilité des ressources en eau. Et du coup, ouais, la densité des territoires, ça explique aussi la difficulté hein, de ce sujet, de la rénovation des réseaux, etc. Souvent, en territoires ruraux, dans les territoires ruraux, on va avoir des kilomètres de canalisation beaucoup plus importants qu'en territoire urbain où ça va être resserré euh, où ça va être resserré parce que la population est plus dense, etc. Donc il peut arriver, enfin, il est fort probable qu'en territoire rural, on paye plus cher notre prix de l'eau parce que ça va être plus cher d'amener l'eau au ménage qui va être, il va y avoir beaucoup de kilomètres de canalisation entre la station d'eau potable et finalement le moment où l'eau va arriver chez lui. Le sujet du relief, quand on est en montagne, c'est pareil. Bah, quand on est en montagne, il va falloir pomper beaucoup plus. Il va falloir, les kilomètres de canalisation vont aussi être importantes. Le niveau de traitement dans les usines, comme je vous disais, en fait, il peut y avoir différents choix de traitement dans les stations d'assainissement avec différentes technologies pour traiter
les eaux à assainir avec des technologies membranaires, des technologies d'ozonation, etc. Et tout ça va encore une fois déterminer le prix de l'eau, l'entretien, le renouvellement des infrastructures et puis les taux de redevance sur lesquels je vais revenir incessamment sous peu parce que ça va vous intéresser. C'est un peu de fiscalité et je sais que les entreprises adorent ça. Et justement, sur cette question des redevances, donc encore une fois, je reviens juste là. Donc, le prix de l'eau est composé à 40% des infrastructures d'eau potable, 40% assainissement et 20% redevances et taxes. Au final, ça fait un petit prix. Hein. Enfin, là, tout à l'heure, on n'en a pas parlé, mais en moyenne, le prix de l'eau en France, c'est 4 euros par mètre cube. Donc, c'est quand même assez bas. Et dans la partie des redevances, là encore une fois, je ne sais pas quel est votre niveau de connaissance sur le sujet, mais donc c'est cette fameuse part, c'est une part variable qui va dépendre des pollutions. Là, c'est la qualité de l'eau, hein, et qui va dépendre des usagers, parce que par exemple, la pollution domestique, elle est payée, la redevance pour pollution domestique, elle est payée par les usagers. Vous avez des redevances pour pollution diffuse qui sont payées par les agriculteurs, qui va dépendre des produits, des engrais notamment qu'ils vont utiliser. Donc, vous avez un prix par engrais. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi le débat. Alors déjà à l'époque, quand moi j'étais au Parlement, on avait eu ce débat. Il y avait eu une projection d'augmentation de cette redevance pour pollution diffuse qui devait être augmentée pour inciter finalement hein, à diminuer l'utilisation d'engrais. Les prélèvements industrie, les prélèvements irrigation, la redevance milieu aquatique. Enfin, vous avez des tarifs. C'est des taxes, hein, en fait, des petites taxes, parce que, encore une fois, quand vous voyez le prix de l'eau, ce pas des taxes qui sont significatives, mais en tout cas, elles représentent des recettes pour les opérateurs publics que sont les agences de l'eau. Euh, et ces recettes, et c'est uniquement cette partie redevance qui revient aux agences de l'eau, va venir financer des aides financières sur les territoires. Donc, si je prends par exemple, encore une fois, la redevance pour pollution diffuse, normalement, elle est isolée et elle est censée venir financer des projets d'accompagnement, par exemple, des agriculteurs pour aller vers de l'agroagriculture, pas forcément l'agriculture biologique, mais en tout cas les accompagner à pouvoir faire des économies d'eau. Donc là, je vous ai mis de manière intéressée encore une fois les résultats de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Euh, et vous pouvez voir voilà, de quelle manière ont été réparties, comment ces redevances finalement ont été utilisées sur le territoire et les aides, la répartition des aides sur l'ensemble du territoire Loire-Bretagne, qui est un très vaste territoire. Est-ce que je vais m'arrêter là 2 secondes peut-être pour. Alors, je vais aller jusqu'au bout de la tarification pour juste vous dire qu'il y a des discussions en ce moment pour faire évoluer le mécanisme de tarification. Alors, pareil, dans le plan, le gouvernement a présenté un plan eau en 2023 dans lequel il a émis le souhait qu'il puisse y avoir une évolution, en tout cas une réflexion autour de ces tarifications, ces nouveaux modèles de tarification. On parle de il y a différents modèles qui sont à l'étude ou parfois déjà mis en place dans des territoires. Vous avez la tarification progressive, donc c'est la tarification au mètre cube qui va croître en fonction de la consommation. C'est-à-dire que voilà, vous allez avoir, si vous êtes un ménage de 4 personnes et que vous consommez moins de 120 mètres cubes, vous allez payer un certain tarif et après, vous avez des tranches. C'est un peu comme l'impôt sur le revenu. Vous allez des tranches et plus vous allez consommer, plus le prix va être important. Euh, Nous, on est en train de l'expérimenter dans 2 territoires différents. C'est toujours la même chose quand vous changez de fiscalité ou vous changez de mécanisme de tarification. C'est extrêmement complexe parce qu'il faut que la collectivité puisse s'y retrouver et pouvoir garantir euh, un niveau de revenus, de recettes qui soit suffisant, notamment pour continuer juste à fournir le service public qu'elle doit fournir aux usagers et puis pouvoir potentiellement investir également dans la rénovation des infrastructures, que ce soit des réseaux ou des usines de traitement et d'eau potable. Donc, les modèles sont, je le vois ici, pour notre entreprise, en tout cas, sont pas si simples que ça à élaborer.
euh, notamment sur cette tarification progressive. La tarification différenciée, alors c'est un petit peu différent, mais c'est une tarification en fonction des usagers. Et très clairement, ça veut dire quoi? En fait, aujourd'hui, que vous soyez une entreprise, que vous soyez un ménage, vous payez le même prix de l'eau, modulo la redevance, les mécanismes de redevance de l'eau que je vous ai présentés tout à l'heure, mais qui font finalement quand même des petites parts. Là, il s'agirait d'imaginer un modèle où il y a un tarif qui est différent pour les entreprises, par exemple, et pour les ménages. Parce qu'on pourrait se dire, les entreprises, c'est une matière première quand même fondamentale pour produire les services, les produits que vous fournissez. Et donc, il est important de donner un vrai prix, un prix en tout cas qui corresponde vraiment à la valeur de l'eau. Et enfin, vous avez la tarification saisonnière, qui est déjà une réalité dans certains territoires, notamment je pense à Toulouse, où là, en fait, vous allez avoir un prix différent entre les mois où l'eau est plus rare et les mois où l'eau est davantage disponible. Euh, et donc à Toulouse, c'est le cas, par exemple. Donc, il y a déjà des collectivités qui s'y mettent et notamment, je pense, dans les territoires très touristiques où ça peut être aussi intéressant. Euh, voilà pour la tarification de l'eau et peut-être pour vous donner les quelques évolutions également au-delà des discussions qu'il y a sur les modèles, les discussions pour faire évoluer les modèles. Il y a une directive européenne qui concerne du coup le secteur de l'eau qui est en discussion et presque finalisation de conclusion puisque le trilogue a abouti à un texte et donc maintenant il faut que le Parlement européen vote. Donc c'est la directive qui s'appelle la directive aux résiduaires urbaines. Et là, il y a un nouveau mécanisme qui va être introduit, un mécanisme de responsabilité élargie du producteur. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont familiers avec les REP dans le secteur des déchets. Peut-être que certains d'entre vous payent des éco-contributions. Alors, le mécanisme, c'est quoi? Le mécanisme des responsabilités élargies des producteurs. Si je prends le secteur des déchets, c'est par exemple Coca-Cola qui paye une éco-contribution parce qu'il met sur le marché des bouteilles en plastique. Cette éco-contribution, elle est collectée par un éco-organisme. C'est de la parafiscalité. Un éco-organisme, c'est une entité, c'est en gros une entreprise, mais à but non lucratif. À sa tête, ce sont les industriels. Donc, ce sont eux-mêmes, c'est ceux qui payent finalement la redevance, mais qui sont à la tête de cet éco-organisme et cet éco-organisme redistribue l'argent en fonction de programmes, en fonction d'appels à projets aux collectivités territoriales pour mettre en place la collecte sélective, le tri et le recyclage des déchets. Je ne sais pas si vous connaissez Citeo, par exemple, mais Citeo, donc c'est l'éco-organisme des emballages et des déchets papier. Et il vient collecter ses éco-contributions et il redistribue cet argent aux collectivités territoriales pour mettre en place la collecte, le tri, en tout cas participer pour être plus correct, parce qu'il y a la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui vient financer quand même aussi le service public des collectivités territoriales. Et donc, en fait, ce que veut faire l'Union européenne, c'est introduire le même mécanisme pour les pollutions de l'eau. Et l'idée, ce serait donc que sont ciblés dans cette directive à date deux secteurs, le secteur de la pharmacie et de la cosmétique, parce que ils ont considéré, il y a une étude d'impact à l'appui, mais qu'on retrouve dans l'eau, là où on retrouve le plus de polluants dans l'eau, ce sont des polluants qui ont été mis et qui sont difficiles à traiter justement dans les stations de potabilisation des collectivités territoriales. Donc, c'est ces deux secteurs qui sont ciblés. Et l'idée serait que les entreprises de ces deux secteurs payent une éco-contribution qui serait fonction du taux de polluant évalué moyen des produits qu'ils mettent sur le marché, qui serait reversé, encore une fois, à une entité qui serait pilotée à la gouvernance par ces mêmes entreprises et qui devrait redistribuer cet argent aux collectivités territoriales. Et donc là, pour venir mettre en place des technologies de traitement qui coûtent extrêmement cher pour pouvoir venir traiter ces polluants dans les stations, alors je pense enfin, notamment d'eau potable,
et donc voilà, donc c'est ce principe qu'introduit la directive européenne. Tout ça pour dire qu'on voit quand même que du coup, le prix de l'eau, ça va avoir une conséquence sur le prix de l'eau et notamment le prix de l'eau pour les entreprises, là, donc usagers très ciblés. Et à mon avis, c'est que le début d'une grande histoire. Vous avez vu le débat comme moi, c'est pareil, ces derniers mois, sur le sujet des polluants éternels, qui a fait grand débat à l'Assemblée nationale avec Seb notamment, voilà, qui voyait que ça aurait de grands impacts économiques quand même pour eux. Et donc, il y a des mécanismes, encore une fois, qui émergent. Je ne sais pas de quelle manière cette directive pourra être transposée en France. Est-ce qu'on va se servir du mécanisme de redevance? Parce que vous savez que quand vous transposez une directive, vous avez quand même une certaine liberté. Ou est-ce que vraiment on va venir créer un nouveau mécanisme de REP qui n'est du coup pas tout à fait celui des redevances? En tout cas, ce sera à suivre. Et par ailleurs, pour votre information, j'ai suivi ces débats parce que je les ai trouvés passionnants, mais il y avait un débat entre les différents États membres pour savoir si on n'élargirait pas les secteurs concernés, parce que pharma et cosmétiques, certains considéraient que c'était assez restrictif, et donc il y avait des débats de savoir, mais est-ce que voilà, ça devrait être pas plus général? Pourquoi on cible deux secteurs spécifiques? Comme je vous l'ai dit, si on regarde attentivement les études d'impact, la commission a fait cette proposition parce que, encore une fois, selon les études scientifiques, les prélèvements dans l'eau qui ont été faits, on retrouve des polluants qui sont difficiles à traiter, hein, parce que l'objectif, c'est pas faire payer pour faire payer, c'est pouvoir donner les moyens aux collectivités territoriales de pouvoir financer des technologies de traitement qui permettent aux usagers d'avoir une eau de qualité et potable et qu'il n'y ait pas de problème de santé publique. Et donc, c'est pour ça que dans un premier temps, ces deux secteurs ont été ciblés. Je regarde l'heure, donc je vois qu'il me reste 20 minutes, donc il va falloir que je sois très performante. Mais néanmoins, enfin, n'hésitez pas, hein, si c'est pas assez clair ou si vous souhaitez que j'approfondisse certains points sur le mécanisme de prix. Mais pour faire le lien du coup avec ces mécanismes de prix, encore une fois, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, euh, enfin, cette eau vient financer le prix de l'eau, pardon, et les recettes liées à ce prix de l'eau vient financer, encore une fois, ce service public des collectivités territoriales de fourniture d'eau potable et traiter les eaux usées. Je sais que ces dernières semaines, je ne regarde pas beaucoup la télé, mais en tout cas, ça m'est revenu aux oreilles qu'il y avait eu des reportages, etc., et de toute façon, on en parle quand même assez souvent, mais sur la performance du service public d'eau potable. Et d'ailleurs, enfin, c'est eau potable et assainissement. Le titre de la slide n'est pas complet. Alors, si je le prends de manière positive, je peux vous dire que la performance est évaluée à peu près 80% de rendement moyen du réseau, mais donc ça veut dire qu'il y a 20% de fuite, ce qui est quand même énorme, ce qui représente, là, je vous ai mis à peu près 937 millions de mètres cubes par an, donc l'équivalent de la consommation annuelle d'environ 18 millions d'habitants. Donc on peut se dire, mais c'est hallucinant, l'eau est de plus en plus rare et on a un réseau où il y a des fuites, où on perd de l'eau dans le réseau. Donc ça, c'est un état des lieux. C'est dû à un sous-investissement, mais un sous-investissement, j'ai envie de dire, euh, c'est les collectivités territoriales. Enfin, l'assise qu'il faut financière pour pouvoir financer les rénovations est quand même hyper importante. Je vous donne un exemple. On évalue à peu près la rénovation d'1 kilomètre de canalisation je prends l'exemple d'un territoire rural. Désolée d'être très focus territoire rural, mais je pense que dans notre région, ça nous parle. C'est à peu près 200 000 euros. Vous avez vu les kilomètres de canalisation qu'on a dans le pays. Donc, je vous laisse faire les multiplications pour réaliser à quel point il faut des investissements massifs pour pouvoir rénover. Et ce n'est pas 450 millions d'euros annoncés dans le plan eau l'année dernière qui vont suffire pour pouvoir faire ces rénovations. Et là, je suis que sur les fuites, hein. Encore une fois, je vous ai parlé des technologies de traitement de l'eau, etc. Donc, ça monte très, très vite. D'où l'importance, enfin, il me semble, de justement réfléchir à ce financement du service public de l'eau
Est-ce que c'est les tarifications, les différents modèles de tarification? Est-ce que c'est j'étais au Portugal, comme je vous l'ai dit, et ils commencent à tester des mécanismes de contrat de performance, c'est-à-dire que c'est l'entreprise qui va venir porter le risque et pas la collectivité. Donc, c'est des modèles enfin, moi, je pense qu'il y a le champ des possibles. Il faut qu'on ouvre nos chakras pour qu'on puisse réfléchir à comment on améliore voilà, encore une fois, ce service public et surtout comment on donne les capacités d'investissement aux acteurs publics. Euh, pour terminer, j'ai envie de dire, c'est presque le plus important, mais c'est important de présenter le contexte avant d'aller sur les enjeux liés au changement climatique. Et peut-être une petite intro liée à l'actualité, encore une fois. Alors, c'est très bien, les nappes phréatiques sont remplies. Sauf qu'en fait, le changement climatique, il est là. Il va être là dans les prochaines années. Et donc, les conséquences pour la disponibilité en eau en France et à l'étranger va être une vraie question. Elle l'est déjà dans certains territoires. J'étais à Guéret il y a quelques semaines. J'avais oublié qu'un territoire voisin du département de l'Allier avait eu des difficultés en 2021, en 2022 pour approvisionner en eau potable ses habitants et qu'il a fallu enfin, il a fallu faire venir quand même des camions pour pouvoir alimenter les usagers en eau potable. Et dans l'Allier, c'est pareil, hein, Mauluçon, ces 2 dernières années, je pense qu'il y a eu quelques gouttes d'eau de transpiration qui ont coulé de peur qu'on ne soit pas en capacité de fournir l'eau potable aux usagers. Donc, c'est une vraie réalité. Peut-être pour revenir à ce que dit la science et ce que dit surtout le GIEC sur le sujet, donc les conséquences du réchauffement climatique sur l'eau. Euh, il y a un mécanisme d'évapotranspiration qui va augmenter et donc l'humidité des sols qui va se réduire. Ça veut dire quoi? Je fais lien avec, en toute introduction, je parlais de biodiversité de zones humides. Ça veut dire qu'en cas d'inondation, cette végétation, elle va être moins en capacité de pouvoir absorber cette eau et du coup limiter potentiellement les conséquences de ces inondations. Et bien évidemment, accentuation de la sensibilité de nos systèmes agricoles à la sécheresse. Là aussi, je pense que dans les territoires où vous êtes, c'est une vraie réalité. La fonte des glaciers qui connaît une accélération, et donc il y aura un vrai sujet concernant la disponibilité d'eau douce, parce que nos glaciers sont quand même des stocks d'eau, hein. On n'y pense pas, la première chose à laquelle on pense quand on pense au stockage de l'eau, mais c'est quand même des espaces de stockage de l'eau. Et donc, on aura une difficulté à maintenir les étiages des cours d'eau et les épisodes climatiques considérés comme extrêmes qui vont être de plus en plus importants. Donc, j'ai beaucoup parlé à chaque fois, à plusieurs reprises, j'ai parlé d'inondations, mais effectivement, inondations, sécheresse, cyclones. Et donc, tout ça, c'est des événements qui vont s'accentuer dans les prochaines années. Et peut-être pour vous donner, pour également appuyer enfin, deux notions dans le secteur de l'eau. On parle de quantité et de qualité d'eau. On se dit souvent intuitivement, ah, ok, sécheresse égale moins d'eau en quantité. Mais les sécheresses, elles ont une conséquence sur la qualité d'eau. Et d'ailleurs, il y a une étude assez intéressante qui vient des États-Unis qui est sortie en début d'année qui explique que finalement, notre gros sujet dans les prochaines années de la disponibilité de l'eau, elle va être plus liée à la qualité qu'à la quantité. Parce que quand la qualité, elle est mauvaise, il y a des polluants, etc., je ne peux pas la boire, je ne peux pas l'utiliser, même parfois pour des usages agricoles, hein. Par exemple, si l'eau, elle est vraiment de très mauvaise qualité, qu'il y a plein de polluants, etc., faire pousser des céréales avec de l'eau qui est polluée, qui a des microplastiques, qui a des PFAS, je ne suis pas sûre qu'on soit tous très, 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 très favorables à ça. Donc, ça va avoir des vraies conséquences. Euh, Encore une fois, les sécheresses peuvent avoir une conséquence sur la qualité de l'eau qui va elle-même avoir une conséquence sur la quantité d'eau. Et même en termes, enfin, nous, on le connaît déjà aujourd'hui, quand il fait des très, très fortes chaleurs, eh bien, ça a des conséquences sur nos canalisations qui peuvent relarguer des polluants du coup, qui rendent encore plus difficile le traitement de ces eaux pour la potabiliser ou la traiter demain. Donc, c'est très important d'avoir en tête que réchauffement climatique, sécheresse égale pas uniquement conséquences sur la quantité d'eau, mais également sur sa qualité, qui va elle-même avoir des conséquences sur sa quantité. Et chaque augmentation de 1 degré égale une baisse de 20% des ressources en eau
renouvelables. Et vous le savez qu'on se projette dans un monde à plutôt 4 degrés. Euh, le gouvernement français est déjà en train de travailler au sujet de l'adaptation au changement climatique parce que bon, on voit bien que on est quand même plutôt pas dans la bonne direction pour être en dessous des 1,5 degrés. Vous voyez ici que l'enjeu va être massif. Et donc, pour terminer et parler des enjeux économiques liés à cette rareté de l'eau, des conséquences économiques déjà visibles dans nos territoires. Les arrêtés sécheresse sont déjà une réalité, des acteurs économiques impactés. Je ne sais plus dans quel territoire je discutais avec un préfet qui m'expliquait qu'il avait dû prendre des arrêtés sécheresse, qu'il y avait les entreprises, notamment, vous savez, de nettoyage de véhicules, qui étaient très impactées parce que ils ne pouvaient plus, pendant une certaine période, ouvrir et pouvoir continuer à avoir une activité économique. Et donc, typiquement, arrêté sécheresse, changement climatique égale arrêt sécheresse égale conséquences massives sur certaines activités économiques considérées comme non prioritaires. Et donc, c'est des revenus en moins, des chiffres d'affaires en moins. Ça veut dire qu'il faut se préparer, anticiper. Les permis de construire, c'est pareil, c'est déjà une réalité. Les villages du pays de Fayence ont décidé de ne plus accorder pour 5 ans des permis de construire de nouvelles habitations faute d'eau. Donc là, conséquences économiques pour le secteur de la construction. Oui, Valérie. Oui, en fait, Henri Nguet, donc, qui est sur Feur et qui donc fabrique du caramel, est classé ICPE et justement a un arrêté sécheresse avec une obligation de mettre en place un plan de sobriété hydrique. Et selon le niveau d'alerte, eh bien, il doit descendre de X% sa consommation, sachant que chez eux, les eaux sont utilisées pour le nettoyage, mais c'est aussi un ingrédient du produit. Donc, il y a une véritable anticipation du niveau d'alerte qui peut être déclenché par le préfet pour pouvoir être en conformité par rapport à l'arrêté. Ouais. Et Clairement. donc ça, moi, c'est pareil, hein, si on se projette même pas à 10 ans, mais dans incessamment sous peu, chaque entreprise qui dépend beaucoup de l'eau va devoir avoir ses plans de sobriété. D'ailleurs, j'ai envie de dire, même sans attendre que les gouvernements l'imposent, je pense qu'il est de bonne loi que les entreprises commencent à se préparer pour sécuriser, encore une fois, leurs revenus, hein. Et nous-mêmes, d'ailleurs, on travaille sur, encore une fois, parfois c'est compliqué, hein, même pour la directrice RSE que je suis, mais nous-mêmes, entreprises de l'eau, nous-mêmes, on travaille encore une fois sur nos propres économies d'eau, comme je vous l'ai montré, pour produire de l'eau potable, pour assainir les eaux usées, pour nettoyer nos stations d'épuration et que les élus aiment bien visiter quand elles sont bien propres. On réfléchit à des mécanismes de réutilisation, des plans de sobriété également sur nos stations, même sans attendre, encore une fois, sans attendre que les gouvernements et les autorités publiques nous imposent de le faire, parce que de toute façon, si on regarde les chiffres que je vous ai donnés, a priori, on va avoir un sujet de disponibilité d'eau. Je vous ai mis quelques données de coûts invisibles de la crise de l'eau. On a beaucoup parlé, encore une fois, des enjeux de la décarbonation ces dernières années, mais de plus en plus, je pense que ce sujet va quand même être pris en considération. 31% du PIB mondial qui sera exposé à un stress hydrique élevé d'ici 2050, contre 24% en 2010, et des pertes économiques qui sont évaluées à des milliards, notamment en cause les événements climatiques majeurs comme les inondations. Et là aussi, pas besoin de vous faire un dessin. On a vu ce qui s'est passé dans le Pas-de-Calais. On a vu les événements, la tempête Ciaran, notamment en fin d'année dernière en Bretagne, qui a eu des forts impacts et à chaque fois, c'est la question de la disponibilité de l'eau qui est en jeu. Donc tout ça, il faut encore une fois se préparer. C'est des chaînes de valeur qui peuvent être mises en risque. Parce qu'un fournisseur d'une entreprise qui lui-même va être très très dépendant du secteur de l'eau, eh bien, il va avoir une conséquence sur l'entreprise qui doit obtenir ce produit. Et donc, là aussi, faut qu'on travaille. Je nous mets collectivement, nous, entreprises, dans le même panier, mais il faut aussi qu'on n'oublie pas de travailler sur nos chaînes de valeur, parce qu'on l'a vu pendant le Covid. Bien évidemment, un événement majeur mondial a des conséquences sur nos chaînes d'approvisionnement et sur les produits finis, bien évidemment, qu'on vend.
qu'on vend. Et par exemple, j'ai mis un exemple, mais l'évolution du secteur de la mobilité vers les véhicules électriques, je parlais de lithium tout à l'heure, donc c'était un bon exemple, mais très très vulnérable au risque hydrique, parce qu'il faut beaucoup d'eau pour extraire les métaux dont on a besoin pour fabriquer les batteries. Donc ça, voilà, il faut, encore une fois, ce secteur étant très exposé, il travaille déjà beaucoup. Les quelques impacts monétaires, vous savez qu'en transition environnementale, et je pense que les directeurs RSE de manière générale aiment bien utiliser cette notion de si j'investis aujourd'hui, quel coût éviter demain? Et donc là, j'aime bien ce graphique qui montre l'impact potentiel monétaire des risques liés justement à la transition hydrique et le coût de réponse aujourd'hui. Et donc, on voit, donc c'est les petites barres bleues, le coût de réponse, mais on voit très clairement que le coût de réponse aujourd'hui est bien moins important que ce que ça va nous coûter dans l'avenir. Donc, c'est vraiment une vision moyen-long terme. Mais, et on voit, c'est assez intéressant, encore une fois, les impacts en fonction des différentes catégories des secteurs industriels. Pour le manufacturing, par exemple, les coûts vont être exponentiels. Je vous ai listé quelques enjeux liés économiques liés au stress hydrique. Donc là, c'est un peu redondant, mais je vous ai parlé d'agriculture tout à l'heure, qui consomme environ 70% des ressources d'eau douce mondiales. Augmentation du stress hydrique égale production agricole en baisse, égale des hausses de prix, égale insécurité alimentaire. Et donc, c'est pour ça que c'est important. Et bon, on est bien placé en France pour le savoir, vu les discussions aussi qui se sont tenues encore une fois en début d'année. Donc, il faut travailler alors, soit à des nouvelles productions, des nouvelles semences, des nouvelles technologies d'irrigation, mais sachant qu'à chaque fois, ça aussi, ça a un coût. Et ça prend du temps en termes de transition. Des industries particulièrement exposées, que ce soit l'énergie, la pharmacie qui dépendent de l'eau et donc qui doivent et d'ores et déjà mettre en place ces plans de sobriété que vous évoquiez, Valérie. Des questions de santé publique, parce que comme je vous l'ai expliqué, stress hydrique, changement climatique égale sécheresse, égale conséquence sur la qualité de l'eau, égale potentiellement des problèmes de santé publique si l'eau qu'on fournit n'est pas conforme et n'est pas potable. Et donc, il va falloir des investissements massifs dans sur les infrastructures des collectivités territoriales. Et progressivement, on le voit que les assureurs, les investisseurs, les acteurs financiers, en tout cas de manière générale, commencent à regarder ce risque de manière importante. Et encore une fois, le secteur agricole est est le plus prégnant. Et on voit que d'ailleurs, les assureurs sont quand même de moins en moins propices à venir assurer des secteurs qui sont soumis à des risques hydriques très forts. Et ma dernière slide, et comme ça je serai pile à l'heure, les quelques actions à mettre en place. Alors là, c'est vraiment début d'action, hein, j'ai résumé en 3 points et il n'y a rien de miraculeux, mais faut déjà commencer à réfléchir et mettre en place les actions dans les entreprises. Bien connaître sa consommation, ça commence par là. Alors, je ne vous ai pas parlé pour les différents, tout à l'heure, pour le prix de l'eau et les tarifications progressives, etc. Pour pouvoir faire ça, ça nécessite quand même qu'il y ait des compteurs chez les gens, que ce soit des compteurs qui soient précis, qu'il y ait de la télérelève. Tout ça, aujourd'hui, c'est pas du tout la majorité des territoires qui ont, contrairement, on connaît tous aussi nos compteurs Linky, dans le secteur de l'eau, on n'y est pas. Donc, il faut qu'on progresse. Là aussi, derrière, c'est des investissements. Et pour les entreprises, c'est pareil. Pour bien connaître sa consommation, pour mieux agir, bon, il faut bien évidemment comptabiliser son eau. Peut-être se dire que dans certains process, sur certaines machines qui consomment énormément, il faut que je mette des sous-compteurs. Il y a peut-être des ratios, des indicateurs à mettre en place, typiquement des ratios d'eau par consommation de produits finis, pour pouvoir vraiment piloter sa consommation d'eau. Donc, il y a plusieurs outils, plusieurs actions à mettre en place. Et le premier, c'est déjà l'état des lieux pour bien connaître sa consommation et savoir là où je dois agir en priorité et faire son Pareto 180-20 pour savoir où je mets mes investissements en priorité. Une fois qu'on a fait ça, bah, c'est consommer moins, détecter des fuites potentielles. Donc pour ça, encore une fois, je veux dire, ça tombe pas du ciel. Il faut bien connaître son réseau, il faut avoir les capteurs qui vont bien pour détecter s'il y a des fuites.
Mettre en place des circuits fermés, recycler l'eau utilisée dans les systèmes de production. Il y a certaines entreprises qui l'ont déjà mis en place. Je pense à l'usine de L'Oréal à Vichy et je crois qu'ils ont fait ça dans beaucoup d'usines de L'Oréal. Ils ont leur propre circuit fermé, ils recyclent leurs eaux usées. Ils ont des mini-stations en fait de traitement de leurs eaux pour réinjecter ensuite dans le process industriel. Et mieux traiter les rejets, bon, ça va dépendre beaucoup du secteur auquel les uns et les autres appartiennent. Mais potentiellement utiliser moins de produits polluants qu'on va rejeter ensuite dans le milieu naturel. Et peut-être imaginer pour les usines ou les entreprises les plus polluantes, se dire bah, peut-être qu'il y a des traitements à mettre en place, des technos à mettre en place en sortie d'usine pour s'assurer, pour participer aussi à l'investissement finalement collectif, parce que si l'eau que je rejette en sortie d'usine, elle est potentiellement plus propre, et ben ce sera euh, moins de techno peut-être à mettre pour les collectivités territoriales au niveau de la station qui sera l'usine qui sera derrière, qui devra venir traiter ces eaux. Voilà. Je suis allée très vite. Je ne vous vois pas, donc je ne sais pas à quel point vous m'avez suivi ou pas. En tout cas, j'espère que j'ai pu vous apporter quand même quelques notions et une vision globale sur ce sujet des enjeux de l'eau. Merci Bénédicte. Est-ce que on a encore le temps de prendre peut-être une ou deux questions sur les participants? Comment est-ce que vous traitez cette approche de l'eau? Alors j'ai envie un peu de poser la question à Alix Duclos qui travaille chez Chartreuse Diffusion. Donc comment vous approchez cette thématique de l'eau chez vous? Ah, Alix ne m'entend pas. Bon, est-ce que vous avez des questions pour Bénédicte? Non, pas de J'ai questions. retrouvé le micro, Ah, ça y est. excusez-moi. Alors moi, j'étais très intéressée par le sujet et entre autres parce qu'on démarre une activité agricole chez Chartreuse, puisqu'on a l'ambition d'être autonome en plantes aromatiques et médicinales pour nos nouvelles gammes de produits soins et bien-être. Et c'est vrai que bah voilà, dans ce domaine-là, comme on a vu, le milieu agricole est très consommateur. Et donc, j'avais à cœur de comprendre bah voilà, quels étaient les impacts. Aujourd'hui, ben, on commence tout juste en fait cette activité agricole et on gère en fait la question de l'eau surtout en essayant d'adapter nos cultures aux différents milieux où l'on plante, puisqu'on a des monastères qui sont dans différentes régions de France et d'Europe et de se poser à la question à chaque fois de quelle est la ressource en eau disponible et est-ce qu'on l'utilise, est-ce qu'on privilégie un peu plus d'intensif ou de l'extensif, c'est-à-dire bah, finalement pour certains endroits de décider de ne pas irriguer, quitte à avoir des rendements moindres et donc d'être obligé de prévoir plus de surface. Voilà. Et on a aussi tout un programme, en fait, de replanter des haies, des arbres, des arbustes pour justement faire de l'ombre, garder de l'eau dans les sols, paillage, etc. Donc, voilà, on a des vrais questionnements sur cette activité agricole future, du moins, et en cours, pour essayer d'économiser au maximum l'eau. Super. Alors déjà, merci Bénédicte pour cette première conférence. Et c'est vrai qu'au sein de la FQP, on se questionne pour voir comment on peut suivre d'autres actions, d'autres visios pour apporter du benchmark. Je vois que la société Niguet nous a rejoint. On pourrait peut-être envisager un partage des bonnes pratiques sur ce qui a été mis en place, donc pour, on va dire, réfléchir ensemble à ce qui peut être mis en place dans les entreprises. Donc, je ne manquerai pas de vous envoyer les informations sur les prochains événements que nous organiserons autour de l'eau. Encore merci au groupe SOR pour votre investissement. Et puis, je vous souhaite une belle journée au nom de la FQP. Et notre prochain rendez-vous, c'est le 30 avril sur Lean and Green, donc qui sera animé par David Simré, donc le mardi 30 avril de 9 heures à 10 heures. Voilà, je vous souhaite une belle Au journée. Je vous dis revoir, à merci bientôt. beaucoup. Au Merci, au revoir. Merci revoir. beaucoup. Merci Bénédicte, Au merci revoir, Valérie. Merci. merci.